Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo update lecture. Je ne sais plus de quand date la dernière, mais entre temps j'ai accumulé pas mal de lectures à vous présenter, donc elle sera peut-être un peu plus longue que d'habitude. Parce que je crois que j'ai 6 livres ou 5 livres à vous présenter, donc bon, on va commencer tout de suite. Déjà je vais commencer avec la dernière lecture que j'ai terminée hier, donc elle est très fraîche dans ma tête. C'est donc Hadès et Perséphone, le tome 2 de Scarlett Sinclair. Je ne sais plus qui sont les éditeurs, mais c'est donc un tome 2 et une suite. Je ne vais pas vous spoiler le tome 1, etc. Juste, j'ai vu beaucoup de gens qui reprochaient dans ce tome 2 à Perséphone d'être un petit peu insupportable. Et je comprends, parce que clairement je partage cet avis. On a l'impression que dans ce tome-là, la relation entre Hadès et Perséphone est moins travaillée, on va dire. Hadès était plus transparent, il servait moins à quelque chose, on va dire. Perséphone était plus mise en avant, ce qui s'explique aussi parce que, avec le fait que l'histoire est centrée sur Perséphone, c'est elle qui raconte l'histoire. Non, c'est pas elle qui raconte l'histoire d'ailleurs, je dis des bêtises. Mais en tout cas, c'est elle qu'on suit tout le long du roman, donc c'est normal qu'on la voit un petit peu plus. Mais là, trop, vraiment trop. Elle a des réactions disproportionnées, elle en devient méchante avec les autres personnages, tu ne comprends pas trop pourquoi. Bon, elle fait des bêtises, elle se fait pardonner, ça je peux comprendre parce que une relation de couple c'est ça aussi, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps et on fait des erreurs. Mais alors là, faire payer à tous ceux qu'elle croit sa mauvaise humeur parce que quelqu'un d'autre lui a fait du mal, bon, c'est moyen quoi. Donc par moments j'avais un petit peu du mal avec elle aussi. Et puis on est sur une romance, clairement sur une romance érotique, hein, parce que bon, des scènes olé olé, il y en a plein. Ça ne change pas depuis le tome 1, sauf qu'elles étaient moins captivantes, on va dire. En fait, on avait toujours le même pattern du genre, il se passe un truc, il y a une connerie qui est faite, il se réconcilie sur l'oreiller, etc. Et on recommence, et au final, c'était à ça que se résume le couple, donc je trouvais très très dommage. Par contre, point positif dans ce tome 2, on continue à explorer la mythologie. On a beaucoup de mythes qui sont explorés et remis au goût du jour, on va dire en version moderne, notamment ceux d'Apollon et tout ce qu'il a fait à ses amants. On a le mythe de... je ne sais plus son prénom et je pense que je ne le retrouverai pas, je crois que c'est le pote de Thésée. On a plein de mythes qui sont dessinés par-ci par-là et ça c'était vraiment cool et c'est ce qui fait que j'aime bien cette série, enfin cette saga. Donc je lirai le tome 3 mais j'espère vraiment que la relation entre Hadès et Perséphone va un peu s'étoffer, on va dire. Ensuite, on change radicalement de style puisqu'on passe à un thriller fantastique avec l'Institut de Stephen King que j'ai lu donc dans l'édition livre de poche. Je sais pas si j'ai adoré ce roman ou si j'étais déçue. En fait, c'est un bon thriller. Clairement, je vais d'abord vous le résumer en fait, ce sera plus simple. On suit Luc, un petit garçon qui clairement est très très intelligent, il a des capacités hors normes. Je crois qu'il a 10 ans ou 12 ans et il va déjà être accepté dans 2 universités différentes. Et un jour, en fait, ses parents se font assassiner et lui va se faire enlever. Et il va se réveiller dans un institut dont il ne sait absolument rien. Et dans cet institut, il y a plein d'autres enfants qui vont lui expliquer qu'en fait, cet institut est là pour tirer parti des capacités hors normes de ces enfants-là, puisque s'ils sont là, c'est qu'ils ont en général soit un pouvoir télépathique, soit un pouvoir de télékinésie. Et que en gros, ils vont subir des expériences, etc. Et que c'est sa vie maintenant. Donc on va suivre Luc dans cet institut, ce qu'il va se passer dans cet institut, comment il va survivre à ça, etc. Je vais m'arrêter là pour pas vous spoiler la suite. C'est un bon thriller. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un très bon thriller. Mais pour du Stephen King, j'avoue que j'étais un peu déçue. Je n'ai pas lu grand-chose de cet auteur, mis à part L'Outsider, où là déjà on était sur un niveau plus haut pour moi.
Parce qu'il y avait vraiment une notion de peur. Là, clairement, à aucun moment j'ai eu peur, à aucun moment je me suis sentie stressée durant le récit en fait. C'est un bon page turner, mais pour moi, c'est pas du Stephen King. Alors, enfin, c'est horrible de dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai lu ce livre parce qu'on était à Halloween, que j'avais envie d'un truc qui faisait peur, et je me suis fiée dessus. Et c'est en ça que j'ai été déçue. Mais je vous conseille quand même à fond ce roman. Si vous aimez les thrillers, si vous avez peur de vous lancer dans des Stephen King parce que vous avez peur d'avoir trop peur, vu la réputation qu'il a, vraiment foncez dessus, il n'y a aucun risque là-dessus. Mais si vous cherchez un Stephen King juste parce que vous avez envie d'avoir peur, je pense que ce sera pas bon pour vous. Ensuite, on va rester dans le thème de Halloween, puisque bon, clairement, on sent que j'étais un petit peu influencée dans mes lectures, puisque j'ai sorti de ma pile à lire enfin L'Appel de Cthulhu, de du coup Lovecraft, et illustré par Baranger, je crois. Donc c'est aux éditions Brajlon, c'est des éditions absolument magnifiques, et j'ai ce roman dans ma pile à lire depuis 2 ans, et je n'ai jamais osé sortir parce que, encore une fois, je suis une grosse peureuse. Et Lovecraft, c'est dur à dire, a sa petite réputation, et j'osais pas le sortir. Voilà, j'avais peur d'avoir trop peur. Mais ça va. Clairement, je pense qu'on est sur un autre niveau que l'Institut, clairement. Mais j'ai bien aimé l'histoire. Alors, Lovecraft, je vais arrêter de dire son nom, ça sera plus simple. L'auteur, du coup, a vécu il y a très très longtemps, et ça se sent dans le récit, puisque il y a un côté raciste. D'ailleurs, il y a un édito des éditions qui disent que oui, effectivement, il y a un côté raciste, mais c'est dû au fait que il l'a vécu il y a très longtemps, et malheureusement, à l'époque, c'était dans les mœurs. Donc, attention à ça, si vous ne voulez pas de ça, ce que je peux comprendre, je pense que les œuvres de Lovecraft ne sont peut-être pas faites pour vous. Mais si on passe au-dessus de ça et qu'on accepte que malheureusement, enfin plutôt heureusement, il y a des choses qui ont changé, ou qui changent, on va dire. C'était une très bonne histoire avec des illustrations absolument magnifiques. J'essaie de vous en montrer. Voilà. Alors les illustrations, elles sont là pour illustrer, merci. Mais elles ne spoilent pas non plus. Dans le sens où Lovecraft, c'est beaucoup sur de l'imagination. Donc il va décrire des choses, mais jamais dans les détails précis, ce qui va nous laisser imaginer les choses et les rendre effrayantes par nous-mêmes en fait. Et du coup, les illustrations, elles ne sont pas là pour juste montrer une image de la bête. C'est aussi dans je cherche le mot, la suggestion, voilà. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette édition. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres histoires de Lovecraft qui ont été dans ces éditions-là. J'arrive pas à parler. Je vais me calmer et je vais y arriver. Donc je suis très curieuse de connaître les autres. Puisque c'était la première fois que je lisais du Lovecraft, donc je voulais un peu découvrir avant de savoir si j'allais acheter le reste. Ça peut être pas mal. J'essaie de vous trouver la liste. Ouais. Il y a au moins 4 autres histoires de Lovecraft qui ont été éditées dans ces mêmes éditions-là. Sachant que il n'y a pas que du Lovecraft en fait. Il y a aussi d'autres auteurs qui ont parlé de Cthulhu, qui est assez connu. Je pense que j'arriverai pas à vous résumer correctement en fait, parce que c'est trop compliqué, trop énigmatique. Donc je vous laisse aller voir par vous-même. Mais je vous conseille vraiment ces œuvres-là. En la période d'Halloween, c'était juste parfait. Ensuite, j'ai sorti de ma palle Les Loups Dorés de Roshani Chomsky aux éditions de Saxus. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, pour vous résumer l'histoire, on est à Paris durant l'exposition universelle. Seulement dans ce Paris-là, en fait, il y a 4 ou 5 grandes maisons qui ont un pouvoir chacune, qui portent une bague. Enfin, on s'en fout des détails. En gros, 4 grandes maisons. Et on va suivre une équipe formée d'une personne qui était censée hériter d'une de ces maisons, mais qui a été écartée du pouvoir parce que voilà, il ne correspondait pas trop au type. On a un historien, une ingénieure, un aristocrate rival, un faussaire de génie et une danseuse espionne.
Voilà, vous voyez un peu le type assez hétéroclite. Et donc il se voit confier une mission, récupérer un fameux artefact pour une de ses maisons justement, ce qui va permettre aux chasseurs de trésors qui mènent cette équipe, Séverin, de pouvoir peut-être récupérer son héritage. C'est très résumé parce que c'est très compliqué, mais j'ai énormément aimé ce roman. Alors, clairement l'histoire est portée par le groupe. On n'aurait pas les relations entre les héros, je pense que j'aurais pas autant aimé. Parce que les relations entre eux sont bourrées d'humour. C'est très léger à suivre en fait. Même si l'histoire en elle-même est compliquée, l'histoire reste légère à suivre et c'est ça qui fait du bien. En plus, on a beaucoup de côté steampunk avec le Paris des l'oppression universelle, etc. On a de la magie. Enfin, c'est tout un mélange qui fait que ça marche en fait, tout simplement. Alors c'est un tome 1, il y a au moins 3 tomes. Évidemment, on a une histoire d'amour dedans, mais elle tire pas toute l'attention sur elle. On se concentre vraiment sur l'aventure, sur l'amitié qu'il y a entre toutes ces personnes-là. On se concentre vraiment sur les relations humaines et sur les valeurs qu'ils portent. Et ça, c'est trop bien. Ensuite, je vais vous parler d'une BD, enfin d'un comics. Ça faisait longtemps, je crois. Donc, je vais parler de Lady Mechanika. Je n'ai lu que le tome 1 et 2. Il y en a au moins 7 de sortie. Et c'est vraiment pas mal pour ma foi. Alors dans Lady Mechanika, on est dans le steampunk à fond puisque cette lady-là, donc l'héroïne qu'on suit, en fait elle a des parties d'elle qui sont remplacées par des machines, enfin pas machines mais par du fer en fait tout simplement. Elle est à moitié humaine, moitié pas robot parce que voilà, enfin vous me comprenez quoi, elle a des parties remplacées. Et elle ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé, qui lui a fait ça, si on l'a enlevé pour faire ça, si on lui a fait d'expérience, elle ne sait rien du tout. Elle sait juste qu'elle s'est réveillée comme ça et qu'elle a totalement oublié cette partie de sa vie. Et en fait, dans ce comics, on suit plein de petites histoires. Et donc, dans la première, c'est quoi le nom ? Le mystère du corps mécanique, parce que en fait, une femme comme Lady Mechanika est retrouvée morte. Et donc, ce qui va la pousser à enquêter sur son passé. Et donc, ça sert un peu de présentation à l'univers, de présentation des entreprises qui sont là dans ce comics qui font un peu le mal, donc des méchants. Donc c'est très introductif, mais c'est vraiment bien puisque Lady Mechanika est une badass, clairement, mais une badass intelligente. Et ça, on aime. Elle ne fonce pas dans le tas juste pour foncer dans le tas. Clairement, elle est très très intelligente, très osée, et vraiment, ça fait du bien d'avoir des héroïnes comme ça. Seul gros point noir pour moi, c'est au niveau des éditions. Ils ont fait un peu n'importe quoi puisque le tome 2, en fait, est donc la suite du tome 1. Jusque là, on est logique. Sauf qu'en fait, à partir, vous voyez, sur tout ça là, l'histoire, c'est ça. Je sais pas si vous allez voir, hop, c'est ça. Du coup, tout ça là, ce n'est plus de l'histoire. C'est donc des présentations, des notes de l'auteur, c'est des extraits d'une future histoire, c'est beaucoup de dessins, alors qui sont magnifiques, hein, c'est pas le problème. Mais clairement, quand on achète un comics 15 balles, on s'attend pas à avoir juste la moitié qui fait avec la moitié de l'histoire en fait. On s'attend à... Ou alors vous le faites payer moins cher en fait. Si vous voulez mettre que la partie du contenu, bah, vous faites payer moins cher. Voilà, c'était le gros point noir de cette série. Donc la série en elle-même j'aime bien, par contre ce qu'on fait les éditions un peu moins. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais c'est les éditions Glénat Comics, donc voilà. Et enfin, dernier livre dont je voulais vous parler aujourd'hui, je suis en train de voir qu'il fait extrêmement noir, vraiment c'est un temps pourri, j'espère que vous me verrez quand même. C'est donc La Passe Mémoire, le tome 4 de Cristal Dabos aux éditions Folio. J'ai enfin terminé cette saga, je vais enfin pouvoir dire que j'ai lu toute La Passe Mémoire et je ne sais pas quoi en penser. Alors,
Pour vous résumer la passe miroir, pour ceux qui ne connaissent pas, on suit Ophélie qui est une passe miroir. Donc en fait son pouvoir c'est de pouvoir traverser les miroirs et donc de passer d'un endroit à l'autre via les miroirs. Et c'est aussi une liseuse, ce qui veut dire qu'en fait si elle ne porte pas ses gants, elle peut lire le passé des objets et donc voir à qui ils ont appartenu, voir un peu ce qui s'est passé. Et Ophélie est une solitaire invétérée qui vit sur une île du monde, je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, ce monde est constitué de plein d'îles différentes dans le ciel. Et on va la fiancer à un certain Sorn qui, lui, est un... si je dis pas de bêtises, parce que le 1, ça remonte un peu quand même, un aristocrate de la maison du pôle, je crois. Enfin, d'une autre île. Donc elle va devoir se déplacer et aller vivre avec ce monsieur, puisqu'elle elle va devoir être fiancée à ce monsieur. Et donc on va suivre sa vie et elle va se retrouver au cœur de conflits absolument terribles qui font que le monde va peut-être s'effondrer, les îles vont peut-être s'effondrer. Et apparemment, elle est la clé de tout ça. C'est énormément résumé parce que le 1, le 2 et le 3 sont pas du tout frais dans ma tête. J'ai énormément mal. Et c'est un peu à cause de ça que je pense que je suis mitigée sur tome 4 parce que j'avais pas toute l'histoire dans la tête, j'avais pas tous les détails, donc j'ai mis énormément de temps à raccrocher le wagon. Mais ça, c'est ma faute. Mais ça vient du fait que l'univers imaginé par Christelle Dabos est toujours aussi énorme en fait. Comment on peut imaginer autant de choses? C'est toujours aussi détaillé. Une fois qu'on est plongé dedans, on n'a aucun mal à s'imaginer à la place d'Ophélie. Et c'est ça qui fait la force de tout ce récit, je pense. En plus, Ophélie, elle a énormément grandi durant ces 4 tomes, donc c'est très facile de s'identifier à elle. L'histoire d'amour entre elle et Thorn est juste magnifique. Et puis la fin quoi. Enfin, je peux pas vous dire sans vous spoiler, mais c'est juste magnifique ce qui se passe, dans un sens. On a enfin toutes les explications de tout ce qui s'est passé, parce que honnêtement j'étais dans le brouillard complet avant de commencer le 4. J'avais rien compris. Donc j'étais vraiment soulagée de enfin comprendre quelque chose. Et les explications, elles tiennent la route et ouais, c'est juste un chef-d'œuvre pour moi. Donc un peu mitigée parce que j'avais pas tous les éléments en tête, donc j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans. Mais une fois qu'on est dedans, je vous assure qu'on a envie d'y rester et qu'on a envie d'avoir le fin mot de l'histoire. Voilà, j'espère que cette update lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces romans / comics. Et me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. C'est ok aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!